俺様が七部会で驚いたってこのすったことこいどもが別に望んだわけじゃねえ。世界政府にどうしてもなってくれと泣きつかれて仕方なくなってやったのさ。だがこれはほんの賭博師だ。俺様の快進撃はもう誰にも止められねえ。数年後には四皇やさ海賊王に俺。Le dernier chapitre de One Piece est déjà disponible et on est sûr que vous avez raté de nombreux détails. Aujourd'hui on va donc vous révéler plusieurs mystères et secrets autour du chapitre 1053. Véritable force de Ryogoku, foreshadowing une fois de plus titanesque de la part d'Eiichiro Oda, ou encore pourquoi Luffy n'a écopé seulement d'une prime de 3 milliards alors qu'il a fait une grosse partie du travail en battant Kaido. On va donc répondre à toutes ces questions et évidemment on va traiter d'autres mystères et secrets parce que ce chapitre 1053 relève pas mal d'interrogations. Bienvenue à tous, c'est Shisto de Sensekai et on est parti pour 9 secrets et mystères du chapitre 1053 de One Piece. Pour commencer, débutons avec le fameux péché mignon d'Eiichiro Oda, le foreshadowing. Savez-vous que Oda nous avait teasé il y a bien longtemps les 4 futurs empereurs de One Piece? Revenons 20 ans en arrière, et plus précisément le 4 septembre 2002, c'est la date de sortie du tome 25 de One Piece au Japon, tome qui contiendra les chapitres 227 jusqu'au 236. Maintenant, regardons sa page de couverture, et dessus, il y a Baggy, Shanks, Barbe Noire et Luffy. Les 4 empereurs que nous venons de découvrir ont été dessinés exactement dans le même ordre qu'aujourd'hui, mais il y a 20 ans. Et vous le savez, avec Oda, il y a très peu d'hasard ou de chance, donc c'est une fois de plus un foreshadowing, et faut avouer que ça a toujours son petit effet. Maintenant, intéressons-nous au nouveau personnage qui nous a été dévoilé dans ce chapitre, Ryogoku. On connaît son existence depuis quelques années maintenant, mais on n'avait jamais vu son visage. Et pour une première apparition, il fait très fort. Il a littéralement immobilisé Queen et King avec une aisance absolument incroyable. Et il faut savoir que Ryogoku n'a pas uniquement immobilisé Kin et Queen parce qu'ils étaient affaiblis après leur duel contre Sanji et Zoro. Non, les deux commandants avaient bien toute leur énergie, car rappelez-vous à Impel Down au chapitre 544, les 5 gardiens démons qui se relèvent au bout de 10 minutes après un KO. Et selon Crocodile, les Zoan éveillés auraient la particularité de récupérer rapidement leur énergie. Alors vous croyez vraiment que les deux commandants de la bête la plus forte au monde n'ont pas eu le temps de se remettre de leurs blessures en une semaine? Ryogoku les a immobilisés au maximum de leur force. Et ça pose pas mal de questions sur la possible force et le possible potentiel de ce nouvel amiral. Mais attendez, ce n'est pas tout, car le taureau vert a également une lame noire qu'il n'a même pas dégainée pour les immobiliser. Et tu rajoutes à cela qu'il avait un contrôle total sur la situation, tout cela en étant au téléphone avec la marine. Et à mes yeux, ça questionne même la force de tous les amiraux tout court. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait considérer que Ryogoku, c'est du niveau de Zoro ou même de Zoro et Sanji réunis? Car comme je le répète, le voir contrôler deux commandants de Yonko aussi facilement, ça pose vraiment des questions. Et si on ajoute à cela la théorie qui dirait qu'il puiserait son énergie du soleil et que ça serait un peu un Escanor, c'est-à-dire qu'il atteindrait son niveau le plus puissant au moment du zénith, eh bien forcément on peut se dire qu'il a presque des pouvoirs illimités, ou en tout cas qu'il est extrêmement puissant. Donc pour moi ça pose deux problèmes. Le premier c'est comment on le positionne au sein de la marine, et le second c'est comment on le positionne tout court. En tout cas il va falloir tenir correctement à l'œil ce nouvel amiral, car il peut carrément bouleverser les rapports de force dans l'univers de One Piece. Revenons maintenant à la seconde page de ce chapitre. Je suis certain que la plupart d'entre vous l'ont manqué. Regardez bien la page et zoomez un peu, et pendant que le narrateur parle de la défaite de Big Mom et Kaido, on peut apercevoir des villageois d'un pays bien abîmé. Pays qui a l'air de ressortir sûrement d'une guerre, avec un drapeau du pays qui est brandi. Et tous ces villageois sont super choqués de la nouvelle, sauf que en fond, on aperçoit un portrait de Sabo dans un grand tableau. Et là c'est la grande question.
Pourquoi Oda nous montrerait ça maintenant alors qu'on n'a aucune nouvelle des révolutionnaires ni de Sabo? Et là, à ce moment-là, on peut facilement se dire qu'il y a une news dans le journal qui nous a été cachée par les très gros titres nous annonçant les nouveaux empereurs. Et peut-être qu'en tournant la page, on pourrait apprendre des nouvelles sur Marijoa, il est probable qu'il se soit fait attraper, en espérant qu'il ne se soit pas fait tuer, même si d'après nous c'est impossible parce que l'arc narratif de Sabo n'est pas fini, et puis ça serait super bizarre que Eiichiro Oda le tue hors cadre. Dans ce chapitre, on va aussi revoir le Gorosei, et là on peut avouer qu'on va les voir dans une situation bien particulière, car on va les apercevoir paniqués car ils voulaient cacher l'apparence de Luffy ainsi que retirer son fameux Di. Mais quelque chose me perturbe. Franchement, je comprends que le gouvernement ait peur de l'émergence de Nika et de sa force démesurée. Mais quelle est la raison de la peur de la diffusion d'une photo de Luffy sous cette forme? Si à l'origine ce Nika nous a été caché dès le nom du fruit en le remplaçant par le Gum Gum, aussi gros que cela peut être, la réelle raison pourrait être qu'ils aient peur que cette photo atteigne une personne en particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde entier ne connaît pas Nika. Le monde entier ne connaît pas l'histoire de Nika. Donc même si le monde entier découvre Luffy sous cette forme n'est pas forcément synonyme d'espoir pour eux, car ils ne connaissent pas la signification de cette forme. Du coup, il va falloir répondre rapidement à cette question. Pourquoi le gouvernement mondial a si peur de la diffusion de cette image? On notera d'ailleurs un élément important, c'est qu'ils n'ont pas réussi à cacher cette image. La prime de Luffy est accompagnée de l'image sous la forme Nika. Du coup, ils se sont loupés. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles vont être les conséquences de cet échec pour le gouvernement mondial. Maintenant, passons à quelque chose de plus rapide et qui relève du détail. Il faut savoir que Nekomamushi a récupéré son bras qui lui avait été sectionné par Jack avant que les Mugiwara arrivent à Zou. Petite erreur de Oda ou explication rationnelle, on découvrira ça très certainement dans les prochains chapitres. Souvenez-vous au chapitre 960, durant le passé de Oden ainsi que ses 9 fourreaux. Oda a pris le temps de nous décrire le paysage de Wano en détail avant le terrible passage de Kaido. Une vaste forêt verdoyante, de pures rivières abreuvant fleurs et arbres. Mais malheureusement, depuis la conquête de Kaido, le pays de Wa a clairement perdu de sa superbe. Et maintenant que l'Alliance a défait Kaido, le peuple pourra raccommoder leur pays, mais pour la forêt vaste et prospère, ça mettra sûrement des dizaines d'années à se reconstruire. Mais imaginons que 100 chapitres plus tard, au chapitre 1060, l'amiral Ryokugyu n'en faisait qu'à sa tête et décidait de refleurir intégralement le pays de Wano. Ça serait vraiment incroyable pour les habitants qui connaîtraient le meilleur happy end qui soit. Car on l'a vu depuis le début, l'amiral Ryokugyu a l'air de faire ce qu'il veut. Il désobéit même à Akainu et façonne des plans dans son dos. On le remarque déjà au chapitre 1052 où il va ignorer totalement les indications de l'amiral en chef, et on le voit une fois de plus dans ce chapitre où il va demander un navire de guerre en disant de ne pas mettre au courant Akainu. Bon, maintenant la grande question qui risque de déranger pas mal de monde. On s'est tous demandé pourquoi Luffy, Kid et Law ont hérité de la prime de 3 milliards de berries chacun, sachant qu'ils ont eu des rôles très différents. On peut clairement dire que le rôle de Luffy a été plus important et que sans Luffy, il n'y a pas de guerre qui est gagnée. Sauf qu'en fait, la répartition des primes est en réalité très logique. Sengoku nous avait révélé les primes des plus grands de l'histoire de ce monde au chapitre 957. La prime de l'impératrice Big Mom était de 4 milliards 388 millions de berries et la prime de Kaido sans bête était de 4 milliards et 611 millions de berries. Et il faut savoir qu'en additionnant les deux, ça nous donne à peu près 9 milliards de berries. Et donc, vous le voyez venir, les primes des deux empereurs déchus ont simplement été coupées en 3, ce qui donne 3 milliards de berries chacun. Maintenant parlons de l'avant-dernière page du chapitre, parce que je vous vois venir, certains vont très facilement faire un lien avec Ener. Mais je pense que pour la plupart, vous le savez malheureusement, ça n'a aucun rapport avec lui et c'est une simple coïncidence. Au Japon, ils appellent ça un tomoe, des symboles antiques qui peuvent être utilisés sur des tambours ou pour représenter un dieu. Regardez par exemple Sentomaru, il porte sur ses vêtements ces symboles, pourtant il a aucun rapport avec Ener. Il faut savoir que c'est souvent utilisé dans les mangas. Pour prendre le plus connu dans Naruto, le Sharingan, l'un des dojutsu les plus puissants du manga, contient des tomoe.
Et pour finir cette vidéo, on tenait quand même à faire mention de quelque chose. Alors on va pas s'étaler parce que c'est pas le truc le plus important, mais ça prouve une fois de plus que Oda est très minutieux. On apprend via ce chapitre que Tengu est le père de Oden Kuzuki, et que si Tengu n'a pas révélé sa véritable identité, c'est juste qu'il avait très honte de la situation de Wano, et notamment du chemin que Wano a pris durant 20 ans. Et le truc assez dingue, c'est que depuis le début, on a des indices sur le fait que le Tengu est le père d'Oden. On vous met tout en description, c'est super long, et pour le coup pour pas grand chose, donc on veut pas perdre du temps là-dessus, mais on trouvait ça quand même intéressant de le mentionner, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'indices depuis le début. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, 9 secrets et mystères concernant le chapitre 1053 de One Piece. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à nous dire dans les commentaires si ce concept vous plaît ou si vous préférez les reviews classiques. On s'est essayé un exercice un peu particulier et en tout cas c'était très cool à faire. Je vous invite à mentionner dans les commentaires certains de nos possibles oublis. C'est possible qu'on n'a pas fait attention à certains détails ou choses importantes. En tout cas, on a mis ce qu'on estimait important. Mais si on a fait de gros oublis ou même des oublis tout court, je vous invite à nous dire ça directement dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement et le partage. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur Sensekai. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, bye tout le monde.